bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonnier, je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. On va parler d'argent aujourd'hui à l'émission. Notre conseiller financier Cédric Larigaldi est avec nous. On va aussi parler des vins de glace avec notre conseiller à la LCBO Gabriel. Et tout de suite pour commencer, on parle d'un projet que je trouve super intéressant intitulé « Créer dans le moment présent ». David et Liana, bienvenue. Je suis bien curieuse de savoir ce projet, il a commencé où et comment? Comment vous avez pensé à créer quelque chose de fabuleux comme ça? Bien, ça a commencé à peu près il y a 3 ans. Okay. Dans le fond, moi et une de mes amies qui n'a pas pu être là aujourd'hui, Michelle Oudjeli, on a commencé par vouloir faire une levée de fonds pour aider les itinérants à Montréal. Okay. L'hiver s'en venait, on sait qu'il fait froid l'hiver, qu'ils ont besoin de ressources. Fait qu'on a fait une levée de fonds, puis on a fait des paniers cadeaux avec des items chauds comme des tucs, des bas, des foulards, des choses comme ça. Puis en même temps, on a eu l'idée de mettre une caméra jetable dans le panier cadeau pour qu'ils puissent prendre des photos et nous les renvoyer, ceux qui voulaient, sur une base volontaire. Et puis à ce moment-là, on s'est dit qu'on pourrait peut-être faire une exposition avec ces photos-là pour conscientiser les gens un peu à l'itinérance à Montréal. On n'a pas reçu beaucoup de caméras. Fait que c'est là qu'à ce moment-là, on a changé un petit peu le projet. C'est là, dans le fond, que Liana est rentrée dans le projet. D'accord. Fait que, comme tu as dit, il y a 3 ans que ça avait commencé avec les itinérants. Et ensuite, je pense que ça a changé de format. Hein? Ouais, quand Liana s'est ajoutée au groupe. OK. Qu'est-ce que tu as apporté, toi, Liana? Oui, donc, je suis aussi amie avec Michel. Et c'est David, comme ça que j'ai rencontré David. Puis j'ai vu leur levée de fonds. Puis qu'est-ce qui m'a appelé vraiment, c'était les caméras qui ont été ajoutées au panier. Parce que tu es photographe professionnel. Oui, je suis photographe à Montréal. Et j'étais super inspirée de contribuer. Et j'ai donné une petite note à Michel. Puis j'ai dit, check si vous avez besoin d'une photographe pour intégrer dans le projet. Parce que j'ai un studio à Montréal, Haven Creative Studio. Puis c'est là où je donnais déjà cet atelier Creating in the Moment. D'accord. Puis dans la création de l'atelier, j'avais déjà l'idée d'offrir cet atelier à Sir Purpose. D'accord. Et donc, c'était juste comme une fusion parfaite entre leur projet existant puis une intention que j'avais déjà. Donc, on s'est réunis pour l'offrir ensemble avec les caméras qui restaient. Il restait plusieurs caméras. C'est comme ça qu'on a pu commencer. Et oui, c'est ça le début du projet. Et puis, c'est ce que je trouve intéressant. Pourquoi je dis que c'est fabuleux? C'est vrai qu'on s'entend, mars arrive, c'est le mois de la femme. En fait, vous avez changé un tout petit peu de public cible. Maintenant, c'est clair que vous allez peut-être toujours travailler avec les itinérants, mais c'est vraiment les femmes qui sont en refuge qui vous intéressent maintenant. Est-ce que je peux demander pourquoi? Est-ce que, Liana, c'est toi qui as apporté l'idée ou vous avez mijoté aussi ça quand vous avez offert le truc aux itinérants? Non, je dirais, c'est vraiment juste arrivé comme ça parce que on s'est dit au début, quand on avait ces paniers cadeaux à donner, on en avait 100 à donner. 100, OK. Fait que quand on a communiqué dans ce temps-là avec Old Mission Brewery, qui est un des refuges à Montréal, ils ont dit que dans le fond, il n'y en avait pas assez pour fournir aux côtés des hommes parce qu'il y avait trop d'hommes itinérants, puis là, ça n'aurait pas été fair dans le fond. Mais du côté des femmes, on en avait assez pour que tout le monde en ait un. Fait que c'est de là que ça a commencé. Et puis ensuite, par la suite, on s'est dit, genre, c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup, justement, sur ce public cible-là, des femmes itinérantes ou des femmes en refuge. Fait que c'est de là que ça a évolué à partir de là. Et puis l'atelier qui se prénomme, qui se nomme Créer dans le moment présent, qui vient de chez toi, de ton atelier, en fait, de photographie. Pourquoi tu as donné ce terme-là à cet atelier? Pour moi, la photo est venue dans ma vie comme une guérison. À travers la photo, je me sens vue comme femme, à travers le miroir des femmes que tu photographies. C'est ça. Puis ça m'a aidé beaucoup dans un shift de mindset pour intégrer comme la pleine conscience. Quand on prend la photo, on doit être extrêmement dans le moment, présent avec la personne. La composition, ça nous aide à... Et là, on parle dans les termes techniques. Est-ce que tu te retrouves? Donc, j'ai vraiment... voulu partager ça. Cette expérience oui, aussi. Avec d'autres personnes, pas juste travers comme, OK, moi, je te fais en photo, mais de comme partager toute la manière de penser de la photo sans vouloir être nécessairement photographe professionnel, mais comme plus art-thérapie, un peu, pour le partager avec d'autres, pour comme embarquer dans ce mindset, pour...
Et jusqu'à date, les dames, là, il va nous rester quelques secondes. Est-ce que depuis que vous avez commencé, vraiment, les femmes, elles embarquent dans qu'est-ce que tu veux partager avec elles? 100%. Je pense que tous les trois ensemble ont un rôle d'un safe space pour les femmes, pour aller là en eux. Ça commence avec comme une présentation. On essaie de simplifier quand même les termes techniques de la photo pour les mettre accessibles pour tout le monde. D'accord. Puis, oui. Je vais te couper, Liana, parce qu'on ne va pas tout donner. Là, on va aller à la pause rapidement et puis on revient juste pour parler encore de créer dans le moment présent. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Tout commence avec une passion pour l'innovation, avec un jeune homme déterminé à honorer l'héritage de son père. En achetant la première station de radio FM au Canada, il change l'industrie des communications pour toujours. Now that exceeds my wildest dreams. Il y a 60 ans, Ted Rogers fonde notre entreprise pour relier les Canadiens aux gens, aux endroits et aux moments importants de leur vie pour qu'on puisse se donner plus de possibilités jour après jour. Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. Dans cette édition d'Encore jeune, une exposition au ralenti, Normand Latour, le seul maître à bord, et les 40 ans du MIFO. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis prise par ce beau projet créé dans le moment présent avec moi, Liana et David. Et puis on continue notre conversation. Tu as mentionné avant la pause que pour toi, la photo, c'était thérapeutique. Comment ça peut être thérapeutique? Je pense à la peinture, je me dis oui, mais la photographie, j'avais jamais pensé. Donc, plusieurs façons. Une des façons, quand tu es en train de prendre la photo, il faut être extrêmement présent pour voir tes alentours, de faire la composition. On peut choisir si on veut prendre juste un portrait ou the bigger picture, comme on dit là. Donc, il y a beaucoup de liens entre ça puis la pleine conscience parce qu'on peut comme imaginer... On se connecte en même temps, comme tu dis, au moment présent. Parce que là, on fait quelque chose, on a besoin de toute notre attention. C'est ça. Donc, il faut comme oublier tous les soucis, puis vraiment embarquer dans ce mindset. C'est comme presque essentiel dans cette pratique. On n'a presque pas le choix d'embarquer. C'est ça. Puis on essaie vraiment de guider dans cette pensée aussi. Donc, ça, c'est une façon. Une autre façon, c'est que quand quelqu'un nous prend en photo, on se sent vu. On se sent considéré. Oui, considéré. Puis on essaie vraiment de comme garder un environnement qui est très safe. Puis les femmes peuvent... elles peuvent se libérer. Oui, donc il y a des émotions. Parce qu'elles sont vraiment sous pression, quand souvent même avec des enfants. Hein? Donc c'est beaucoup de pression. Je me dis pour moi, en tout cas, se laisser prendre en photo, souvent dans certains de ces ateliers, c'est un peu se laisser être vulnérable. 100%. Parce que je suis pas sûre que c'est des affaires qu'elles osent faire quand elles sont sous pression. C'est pas facile d'être vulnérable non plus. Fait qu'au début, il y a une petite réticence, je crois. Puis là, quand on en a une qui le fait, là, on voit que comme l'autre se dit, OK, ça mord pas. Là. On va s'essayer. Ça prend toujours quelqu'un qui montre un peu l'exemple, qui se lance en premier, puis après ça, ça déboule de dans le fond. C'est ça, parce qu'on donne une présentation, mais après, il y a comme une partie qui est avec des stations de pratique. Parce qu'on leur laisse les caméras pour plusieurs semaines. Combien de semaines? 2 semaines. À peu près 2 semaines pour aller prendre leurs propres photos. Mais pour être prêt pour cet projet personnel, on a des stations pour pratiquer. Donc, station still life, station avec du mouvement. Il y a différents thèmes. Et une des stations, on leur prend
En photo elle-même, OK. Oui. Puis c'est souvent cette station-là qui est la plus vulnérable, qu'on construit comme vraiment une connexion. Il y a un impact. Oui, comme... Oui, c'est ça. Donc... Elle laisse tomber le voile, dans le fond. Ouais. Exactement. Donc, quand vous donnez les appareils à ces femmes-là pour 2 semaines, qu'est-ce qu'elles sont censées prendre en photo? Oui, avec les stations, tu as expliqué un peu, mais il n'y a pas de règle. C'est ça. C'est vraiment son laisser à... Parce que chacun veut s'exprimer. La photographie, c'est de l'art aussi. Puis on veut vraiment donner la place à chacun d'avoir ce pouvoir. Puis, son pouvoir de s'exprimer, d'avoir... La liberté de vraiment focusser sur qu'est-ce qu'elles veulent. Ça peut être des plantes, ça peut être des plantes, ça peut être du street art qui voient des graffitis à Montréal, ça peut être des photos de leurs amis, c'est vraiment... Mais c'est super cool parce qu'on leur a jamais dit comme il faut que vous avez un thème. C'était tellement ouvert, mais quand on a reçu les caméras puis on a tout développé, chacun avait vraiment un thème. C'était vraiment génial à voir. Comme une femme, c'était vraiment une histoire d'arbre. Avec plein d'arbres différents, puis capturés de différents angles, que ça te fait penser, you know? L'autre, c'était un street art project. Ouais, d'autres, c'était le souterrain de Montréal, donc avec les métros, des choses comme ça. Donc, et puis, elle se découvre d'une manière ou d'une autre là, en faisant ça. Ça permet d'avoir beaucoup plus confiance, puis découvrir qu'est-ce qu'on aime, en fait. Alors, les ateliers que Liana donne, ils durent combien de temps avant de se lancer comme pour les 2 semaines avec la caméra? Peut-être 2 ou 3 heures. 2 ou 3 heures, OK. Même un peu moins que ça. L'atelier en tant que la présentation que Liana donne, c'est peut-être 45 minutes, 1 heure. Mais l'atelier au complet. Oui, l'atelier au complet après, avec la prise de photos pour leur montrer comment les caméras fonctionnent, 2-3 heures. Puis ensuite, c'est là qu'on leur laisse les caméras, puis là, ils ont 2 semaines pour aller prendre leurs photos qu'ils veulent. Et puis après ça, on revient chercher les caméras. Et puis après ça, à peu près 2 semaines après, nous, on le temps de les développer, de choisir des photos qu'on veut avoir en plus grand format. Parce qu'elles n'ont pas de limite, tu vas prendre des photos, tu peux prendre tout ce qu'elles veulent. Non, c'est pas digital, donc c'est du film, donc il y a une limite. Puis c'est ce fait-là que je pense que vraiment, elle devient comme... plus forte, ou non? Elles veulent voir c'est quoi les photos, donc ils sont committed. Genre... on a plus de succès en termes d'engagement. Oui, parce qu'elles vont redonner les caméras, puis elles vont attendre pour avoir les résultats pour voir. Parce qu'elles s'accrochent à quelque chose. Ces femmes-là, souvent, elles n'ont plus rien à quoi s'accrocher. C'est ça. Puis une chose qui nous a touchés vraiment, comme une des femmes, elle a dit, je suis retournée 3 fois pour avoir la lumière comme vous avez expliqué. Là. Je suis retournée au même endroit pour... Donc, ça donne comme une mission aussi. Parce que tu es limité dans le nombre de poses que tu peux prendre. Donc, justement, comme... Avec une caméra digitale, tu peux en prendre 25, il n'y a pas de problème. Puis ceux que tu n'aimes pas, tu les délètes. Là, à ce moment-là, il faut que tu fasses plus attention à qu'est-ce que tu choisis de prendre, vu que tu as 36 photos. Puis ce sont les professionnels rendus là, alors, parce que... C'est le fun. Puis maintenant, on est en train de lever des fonds pour le faire 3 fois en 2020 avec 3 expos, parce qu'on a vu vraiment... Ça, c'est l'impact que vous avez avec ça. Oui, c'est ça. Puis les caméras jetables, c'est pas nécessairement bon pour l'environnement. Donc, avec l'argent qu'on essaie de ramasser en ce moment, on veut acheter des caméras... réutilisables. Oui, c'est ça. Oui, mais avec des films. Oui, pour qu'on puisse garder ce concept-là, mais que c'est mieux quand même pour l'environnement. Puis, oui, donc avec les fonds, on va faire ça, puis on va faire 3 expositions aussi, parce qu'on a vu l'impact de faire tout le processus, de l'atelier à la prise de la photo, à l'expo. Genre, les femmes qu'on a vues comme peut-être dans des pas bonnes conditions, on les a vues plusieurs mois plus tard à l'expo, maquillage, outfit, Annie, voici mon art. Là, ça nous a touchés. La fierté qu'il y avait à présenter leur œuvre, c'était... J'ai des frissons en ce moment, juste comme... rien qu'à y penser. C'est vraiment, wow. Donc, vous voulez vous êtes là sur le plateau déjà, pour pouvoir demander aux gens qui nous regardent de vous soutenir dans cette action-là. Donc, il y a un site web où est-ce qu'on peut aller donner des fonds si on veut, et aussi inviter les gens à venir aux prochaines expositions. Est-ce que la première de 2020 a déjà eu lieu avec ces femmes? Pas encore. Pour les expositions, pour le moment, c'est des expositions qu'on fait dans le centre d'hébergement. Donc, c'est pas ouvert au public. C'est vraiment pour les femmes et leurs amis et les autres femmes qui sont dans le centre d'hébergement pour aussi, dans le fond, quand il y a une femme voit que quelqu'un d'autre le fait, ben des fois, ça leur donne le goût de le faire, les autres aussi.
Donc, ça amène la participation, mais éventuellement... On aimerait le faire au public. On aimerait l'ouvrir au public, puis peut-être après avoir fait plusieurs ateliers. On en a fait 3 déjà, là, on va en faire 3 cette année. Mais là, on va avoir plus de femmes avec plus d'œuvres, dans le fond. Puis à ce moment-là, on va pouvoir faire peut-être une exposition plus grande où est-ce que là, ça sera ouvert. C'est une belle œuvre que vous faites là. Merci beaucoup. Liana, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, mais une partie de notre modèle, c'est que à la fin de l'expo, on fête ça, on célèbre. La célébration, ça fait partie du processus. J'imagine pourquoi elles sont maquillées et puis bien mises. Puis on met la musique karaoké, on commence à danser, puis on chante et vous apportez du bonheur à ces dames. Merci encore. Puis merci d'être venue de Montréal. Oui, définitivement. Là. Merci d'être venue de Montréal pour nous parler de ça. Merci encore. Et puis, moi, je vais inviter les gens à la maison déjà à visiter le site web pour apporter votre contribution, peu importe laquelle, à ce qu'ils font comme travail. Ou bien, si vous voulez avoir plus d'informations sur eux, www.gofundme.com, c'est le site web à visiter. Après la pause, on parle des vins du mois de la LCBO avec Gabriel. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Criss-cross, je passe la tondeuse dans les marches, c'est les chic-chocs dans mes idées, mes démarches. Tu cries allô, 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 allô. Le répondeur est long, je radote ta journée longe comme un tableau, 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 tableau. De pensées vagabondes, un vrai mauvais brainstorm. Peut-être que j'attends juste le bon moment. J'ai passé mes neurones à la science pour la donne. Dans mon pays, j'ai la peau, tout le temps je l'ai. Oh yeah, si en enfer il fait chaud, moi je veux y aller. Y aller, y aller, y aller. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Là, maintenant, on parle de vin avec Gabriel de la LCBO et ça tombe bien, c'est vendredi. Alors, tu nous présentes les 2 vins du mois. En fait, c'était un peu... c'est mes 2 vins du mois, disons. C'était 2 vins du mois. C'est 2 vins que j'ai trouvé assez intéressants, puis je trouvais qu'il serait bon... d'en discuter un tout petit peu? On est retombé un tout petit peu dans l'hiver, encore une fois. Donc, c'est 2 vins rouges assez riches, puis charnus. D'accord. On va commencer par lequel? Puis, petite note, je voulais juste noter... tu as peut-être remarqué que j'ai une nouvelle épingle ici. Oui, je voulais noter pour nos téléspectateurs qui parlent plus en français... les employés de la LCBO qui ont une épingle comme ça, c'est parce que ou bien on est francophone ou bien on est bilingue. Donc, merci de nous laisser savoir ça, surtout que le mois de la francophonie arrive. Hein. Ça a commencé depuis quand, ça? En janvier. En janvier? Oui. Fait que maintenant, tout ce qu'on remarque avec ce pin-là, on sait que, on parle français là-bas. Ben, c'est ça. Avant, c'était juste comme ça, c'est bilingue, mais c'est écrit assez petit, donc je pense qu'il je suis pas sûre, c'est plus ton nom que je vois là, pas vraiment qu'est-ce qui est écrit en bas. D'accord. Merci déjà pour l'information. Fait qu'on retourne au vin que tu as apporté. C'est ça. C'est le premier ici que tu voulais nous présenter? Oui, c'est ça. Excellence de Marquès de Caceres. Marquès de Caceres, c'est quand même un grand producteur espagnol. Je pense beaucoup de nos téléspectateurs reconnaîtraient le nom. Ici, c'est juste une cuvée spéciale qui sont appelées Excellence. Ça vient de la Rioja, en Espagne, qui est un peu dans le nord-est, disons. La majorité de l'Espagne, il fait très chaud, région très chaude, très aride. Rioja, c'est un peu plus en altitude, puis un peu plus au nord, donc c'est un peu plus frais. D'accord. On y cultive surtout le cépage Tempranillo, qui est vraiment répandu partout en Espagne, qui nous offre des arômes. C'est exclusif à l'Espagne, hein, ce Tempranillo. Donc, c'est juste cultivé dans quelques autres pays du Nouveau Monde. Donc, j'ai déjà vu Californie, j'ai vu Australie, puis je pense que c'est les 2
deux seuls pays où j'ai vu... Oh non, Argentine aussi, j'ai vu du Tempranillo. Il faut quand même un climat assez sec. OK. Sec, donc, un peu pas trop froid, pas trop chaud, dans le juste milieu. OK, d'accord. Donc, c'est ici, ce premier vin ici. Donc, trinquons. On va trinquer. Une jolie robe rubis. Merci. Ça sent fort. OK. C'est vraiment sec. C'est vrai? C'est sec? En Espagne, donc, ils font agir un peu plus longtemps leur vin en fût de chêne. C'est vraiment leur style. Donc, il y a toujours Tu dis plus longtemps, combien de temps par rapport aux autres vins? D'habitude, c'est au moins 12 à 18 mois. Puis je pense... c'est difficile à généraliser, mais normalement 6 à 12 mois, je pense que c'est la moyenne pour beaucoup de pays. Donc c'est souvent 4, 6, 8 mois de plus additionnels. Et c'est juste leur saveur. Ils ont beaucoup de nourriture assez riche. Puis ce genre de finale avec un petit goût de cèdre ou de bois de sandal, ça s'accorde très très bien avec des mets un peu plus riches. Comme quoi? Des mets ici, on pense à la paella, par exemple, où on a comme un riz assez riche avec, disons, des fruits de mer. Des fruits de mer, ou bien, des légumes la aussi. saucisse, ou bien avec d'autres viandes. Et puis le blanc de sèche aussi. Le blanc de sèche, la pieuvre, là, qu'on mange quand on mange dans la poêle. Grillé, ça c'est délicieux. J'espère que je te donne pas faim. Alors, pourquoi tu as décidé de nous présenter ce vin aujourd'hui? Parce que tu dis tes vins du mois. J'aime beaucoup les arômes dessus, donc vraiment des arômes de framboise, un peu de genre de cuir. Je sais que je sentais du fruité, mais j'arrivais pas à définir c'était quoi. C'était donc framboise et puis quoi? C'est très typique. Cuir, comme un sac à main. D'accord. Ce genre de bois de sandal, comme quand on regarde un meuble assez ancien, puis on ouvre les tiroirs, puis il y a ce genre d'arôme de bois de sandal. Ça, c'est vraiment... je trouve ça vraiment intriguant au nez. Alors, on va montrer plus à l'écran ce que c'est que excellente. Et c'est quoi ce numéro Je voulais porter une petite parenthèse sur les scores, juste parce que souvent, c'est une question que je me fais poser quand je suis en succursale. Donc, c'est quoi ces numéros? 93, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est pas moi, c'est pas nous, les employés de la LCBO, qui donnons ces scores. Donc, c'est des journalistes qui passent leur vie à déguster des vins puis à étudier le vin. Puis, donc, en général, leur revue, c'est comme une paragraphe. Ils vont décrire la robe, le vin, ils vont décrire les arômes, ils vont décrire les saveurs, ils vont décrire la persistance, puis ils vont donner toute une revue. Puis quelquefois, c'est 60-80 mots. Donc, c'est quand même un paragraphe assez élaboré. Alors, mais pourquoi c'est écrit 93? Ça veut dire quoi? C'est ça. Donc, on peut donner un genre de score, comme ça, en tant que... Si je suis juste là, puis je regarde des bouteilles de vin, puis je veux décider rapidement, je peux avoir juste un petit aperçu très rapide d'un journaliste. Mais c'est quand même... C'est un score subjectif, hein? Donc c'est une clair, personne c'est un peu en comme général. toi, tu peux aimer, moi je peux pas l'aimer, Donc je ne sais pas si moi j'aurais attribué 93 points, mais moi j'attribue la mention comme j'aime ce vin. Donc c'est comme genre coup de cœur ou quelque chose. C'est très smart ce que tu viens de faire. En tout cas, ça c'est un très bon vin. Avec quoi est-ce que tu penses qu'on pourrait l'accompagner, à part la paella que tu as mentionnée chez nous surtout, moi je pense côtelette de porc, ce serait très très bon. OK, donc la viande rouge? Ou non, juste la volaille? N'importe quel type de viande rouge, peut-être pas les plus comme riches, peut-être pas des viandes braisées ou des trucs comme ça. D'accord. Mais surtout des rôtis ou quelque chose dans ce genre. OK. Bien, ça, c'est bon. Merci, Gabriel. Là, on va passer maintenant à... Comment tu l'appelles, celui-là? Tweisner. OK. Tweisner, je pense. J'avais remarqué que l'Australie était quelquefois un peu moins bien représentée dans nos vins du mois, puis lui, je l'avais trouvé assez intéressant. Pourquoi tu l'as trouvé intéressant? La bouteille me plaît bien avec la petite fleur et tout. L'Australie, c'est climat super chaud, en tout cas, en particulier ici, Barossa Valley, qui est un peu comme dans le centre de l'Australie, puis c'est vraiment une région très chaude, très aride. On cultive surtout le cépage Shiraz et Grenache, mais ici, c'est un Cabernet Sauvignon. Donc, c'est pour les amateurs de vins qui sont vraiment riches, vraiment charnus, vraiment comme généreux. Comme juste... Quand tu parles de charnu, généreux, ça veut dire quoi, là? Comme il y a beaucoup de fruits, il y a beaucoup d'alcool, il y a beaucoup de richesse, il y a une saveur très prononcée, très puissante.
Donc, plus simple que ce qu'on vient de goûter, là? Oh oui, définitivement. D'accord. Donc, aujourd'hui, tu veux me mettre comme... tu veux me coucher, là, parce que j'ai trouvé qu'il était fort, excellent, ce tantôt, là, ouais. Oui, bien, il est quand même... C'est un vin corsé. C'est pas... c'est l'hiver, on peut quand même se proposer des vins avec un peu plus de corps. OK. J'avais noté comme juste en versant les 2 verres de vin, il embaumait déjà. OK. Je pense que tu l'avais. Ouais. Donc, c'est vraiment beaucoup de cassis. Puis une note, je pense, vraiment spécifique à l'Australie. Il y a une petite note comme d'eucalyptus ou de menthol. Oui, excuse-moi, j'ai pas trinqué, j'étais trop impatiente. Oui, le cassis, oui. Maintenant que tu le dis, là, je le sens. C'est vraiment... c'est riche. Ouais. L'autre, il est sec, mais il n'est pas comme charnu, comme tu l'as dit. Là, je le sens, mon Dieu. Celui-ci, plus souple en bouche. Donc, quand quelqu'un parle d'un vin qui est smooth, comme souple en français, donc ça fait un peu plus souple. C'est moelleux, en fait. Il n'est pas sucré, mais il est plus fruité, comme on prend un peu. D'accord. Donc, ce vin Australie, c'est la première fois que tu nous envoies quelque chose de l'Australie ici, hein? Oui, c'est ça. OK. Donc, on l'accompagne avec quoi, si... Ça, c'est surtout, pour eux, c'est les mets au barbecue. Il n'y a pas vraiment de neige en Australie, donc ils peuvent toujours faire rôtir ou braiser ou griller des choses sur leur barbecue. D'accord. Merci beaucoup, Gabriel. Ça, c'est pour les 2 vins du mois que tu nous proposais. Après la pause, je pense qu'on va parler des vins de glace. C'était une belle histoire à nous raconter à ce propos. Reste avec moi et je vous garde aussi avec moi. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Chandail sale, j'allume la radio à n'importe quel canal. Je suis pas un paresseux, je cuisine ben flat. J'ai encore brûlé mes automates. Yeah. Puis on me dit, t'es sûr que ça va? Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? J'dis, j'top shape mon gars. J'dis, j'top shape mon gars. De ce temps-là, c'est comme si les coquilles me voient venir à 1000 à la ronde. J'suis pas capable de leur mentir. J'parlais de me caser, à me tourner les pouces. Ça tourne mieux à 2. Et où moi ma douce? De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Avec Gabriel, on découvre le vin ou les vins de glace. Et Gabriel, tu peux me dire, c'est quoi un vin de glace? Je pense que tu as une belle histoire avec ça. Là. D'où est-ce que ça a venu? C'est drôle. Donc, la dernière fois que j'ai passé à l'émission, je parlais de comme, ce serait février, balle de neige. On parlait des vins de glace. Puis il a trouvé une histoire il faisait un peu chaud. Là, puis là, c'est ça, pendant 2 jours, maintenant, on a eu de la neige. Donc, c'était vraiment une tempête. C'était parfait pour notre présentation. Donc, le vin de glace, de règle générale, ici au Canada, à Niagara en particulier, les vendanges des raisins se font en septembre-octobre. Oui. OK? Donc, c'est là que les températures, ça commence à baisser un peu. Puis, il commence à avoir un peu plus de pluie. Donc, c'est le temps de surtout vendanger les raisins rouges, puis les blancs qui vont être pour des vins secs. D'accord. Un vin de glace, essentiellement, c'est une vendange tardive qu'on a laissée extrêmement longtemps. Puis, on l'a laissé assez longtemps pour que les raisins puissent devenir comme complètement congelés. Congelés, okay? Ouais. Donc, le minimum, la loi nous dit, il faut qu'il fasse au moins -8 degrés Celsius. OK, pas plus, hein?
Non, il peut faire... En fait, beaucoup des producteurs vont attendre qu'il fasse encore plus froid. On parle de moins pour que 10, ça se fasse vite, comme la congélation? Ben, donc, chaque petite baie, il faut qu'elle soit comme complètement congelée. OK. Okay? Ben, pensons que... Donc, on a notre grappe de raisin qu'on va utiliser pour faire du vin. Puis, chaque raisin, en fait, est composé de, disons, 85-90% de l'eau. Oui, okay? Oui. Donc, si la température baisse assez fortement, cette eau va pouvoir devenir gelée. Puis quand on va fouler, quand on va écraser. Les raisins, on va pouvoir enlever la glace, puis juste comme enlever un sirop extrêmement concentré, où il y a juste toutes les saveurs, puis il y a le sucre accumulé. Je me demande comment c'est possible de le faire, parce que extraire comme l'eau de la congélation, là, et puis extraire le jus... On doit le passer dans un genre de filtre. OK, d'accord. Mais donc, pensons, pour mettre en perspective, dans une bouteille de vin rouge, c'est quelques grappes de raisin. Alors que ici, que pour cette petite bouteille de 200 ml, on parle de comme 10 ou 12 grappes de raisin. C'est beaucoup plus. Une petite bouteille comme ça. Ça prend plus de temps, tu penses? Après ça, quand on essaie de séparer le jus de ce qui est glacé, là, de la glace et tout, comment est-ce que comment ça reste pour être, comment on appelle ça, pour cuver, en fait? Pour fermenter, en fait, oui, ça peut démarrer puis s'arrêter encore, justement parce que le taux de sucre est tellement élevé. Donc, on parle de... C'est semblable à du sirop d'érable. Donc, vraiment, il faut encore plus d'attention de la part du producteur, juste pour s'assurer que tout est en train de bien se passer durant la fermentation. C'est que c'est délicat. C'est délicat. OK, d'accord. Ouais. Alors, donc, aussi, autre petite chose, c'est en plus parce qu'il faut mettre des filets, donc pour empêcher les oiseaux de manger les raisins, parce que c'est tout en train de mûrir. Puis en plus, il fait très, très froid. On va surtout vendanger la nuit, parce que c'est là que la température tombe à son plus faible. Donc, il faut que ça soit fait à la main en plus. Ça demande beaucoup de travail. Il faut donc non seulement tous les employés du vignoble, mais il faut trouver d'autres bénévoles ou pour aider à extraire les grappes, d'autres braves pour venir au milieu de la nuit à 1h du matin quand il fait moins 10, moins 12 avec des sécateurs, puis j'imagine 2 paires de gants. C'est sûr, là. Donc, mais en fait, je pense que ce genre de bénévolat-là, c'est vraiment bien comme... C'est pas que c'est bien rémunéré, mais ils font tout un party, puis tout un dîner spécial pour tous les bénévoles, puis tout le monde qui prennent part à cette vendange-là. D'accord. Moi, ma question, c'était de savoir, tu sais, il y a des raisins rouges, il y a des raisins verts. C'est quel genre de raisin qu'on utilise pour les vins de glace? OK, donc surtout, les premiers vins de glace viennent d'Allemagne. Puis Allemagne, le cépage, c'est le Riesling. Puis le Riesling, c'est une vigne qui pousse une écorce assez épaisse durant sa vie, donc bien protégée du froid. Donc le Riesling, c'était un des premiers cépages qu'on utilise pour faire du vin de glace. L'autre qu'on a réalisé qui était très bon, si tu veux montrer cette bouteille-là, c'est écrit assez petit, mais c'est le cépage Vidal. Vidal, c'est un cépage assez unique à Niagara, donc c'est un hybride. Donc on a pris cépage de l'Amérique du Nord, puis on l'a croisé avec un cépage européen, ça nous a donné du Vidal. Le Vidal aussi, il résiste très bien au froid, puis c'est celui-ci qu'on va goûter, en fait. Il y a vraiment... J'aime beaucoup la couleur. Oui. Tout doré, hein? Oui, j'aime beaucoup. Puis ça nous donne vraiment une panoplie d'arômes de fruits exotiques, puis de fruits tropicaux. Alors, combien de genres de vins de glace ici au Canada, tu penses? On utilise beaucoup de différents cépages. Au moins une douzaine de cépages, mais le principal, c'est le Vidal. Numéro, je ne sais pas les statistiques, mais probablement Vidal, Riesling. Puis après, on a Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon. C'est un autre... Cabernet Franc, un autre cépage qui pousse. Il nous faut des cépages qui ont une écorce, puis il faut que les raisins soient assez résistants au froid pour pas juste... se casser une fois que l'eau gèle va devenir... Il faut que ce soit comme... l'écorce soit résistante, en fait, à pouvoir tenir les différentes grappes. Celle-là, je l'avais juste amenée. Ça, c'était une vendange tardive. On appelle... Canada 150, c'est beau! Oui, ils avaient fait une belle présentation. Attends, je vais mettre même le carton à côté pour le montrer à la caméra. Vendange tardive, c'est quand même un bon choix si on n'a pas le budget pour un vin de glace qui, comme j'ai dit, avec... C'est quoi la différence, tu me dis? C'est à peu près la moitié du prix. OK. C'est juste le prix, en fait, qui fait la différence. Mais il y a beaucoup... Donc, le taux de sucre est moins élevé, moins intensément sucré.
Donc, d'accord. Pour des gens qui n'aiment pas trop sucré, ils peuvent aller avec ça. C'est un très bon choix. D'accord, on va goûter. Es-tu tranquille? Mais oui. Excellent. Je vais sentir d'abord. Ça sent le miel. Vraiment les pêches, les abricots. C'est très bon. Et très sucré en même temps. Ouh. Alors, les vins de glace, avec quoi on va les accompagner? Avec un dessert, non? Parce que... Excellent choix. OK. Ou même des fruits aussi, hein? Un bon choix, je pense aussi. D'accord. Des fruits confits ou des fruits en liqueur, par exemple, ce serait un bon choix. Je pense que, comme par exemple, juste une pomme par elle-même, ce serait pas assez sucré pour marier avec ça. Mais si on le faisait revenir dans du calvados avec un peu de cassonade, je pense que là, ça ferait un bon choix. D'accord. Dans une petite comme pochette en pâte philo, par exemple, avec des noix de grenade, un peu de sirop d'érable. Est-ce que tu as faim, toi? Dis-moi, est-ce que le vin de glace, on peut le mélanger à quelque chose? Ça, c'est juste pour savoir. Oui, donc... J'ai pensé à la crème de cassis, mais non, hein, ou pas. Parce que c'est assez sucré. On le substitue, c'est probablement pas le moment, on pourrait l'utiliser comme un substitut pour le cassis, par exemple, dans un kir. OK, d'accord. Un genre de kir royal, donc on prendrait du champagne ou du vin mousseux, puis on pourrait mettre un peu de vin de glace dedans. Intéressant. Surtout qu'il y a différentes couleurs aussi, là, j'aime bien ça. Ensuite, avec quoi d'autre, tu penses? Donc, n'importe quel cocktail qu'on utilise comme ça, une liqueur de fruits, surtout avec des baies, je pense que ça fait un excellent choix pour remplacer. Merci beaucoup, Gabriel. On a terminé pour aujourd'hui, et puis je pense qu'on va boire à la pause, là, c'est mieux. Oui, très bonne idée. Alors, vous, à la maison, les 2 vins du mois, vous les avez avec ce que Gabriel nous a présenté. Les vins de glace, vous les avez comme de différentes sortes devant vous ici. Si vous voulez plus d'informations, www.lcbio.com, c'est le site web à visiter. Après la pause, on parle avec notre conseiller financier, Cédric Larigaldi. On parle d'argent, forcément. Restez avec moi, regardez entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Bienvenue à Radio Sensuelle avec Jesse Benjamin. Light beam sur le plancher, code rouge dans les tranchées. Faut pas appeler la police, un délit du délice. Side shoes pour la grand-mère, big boost pour les confrères. Quand t'es dans la chaise, étiré sans malaise. Entre nous c'est bon, c'est fini les questions. Comment on se retrouve? Florida Room. Tu laisses entrer la lumière blanche, en comprimé de poussière d'ange. Florida Room. Gauche-droite on est tombé, la langue et le dentier. Tant mieux si ça cesse, y'a pas que ça la fête. So sweet on a lâché, on crame sous les UV. Mais qu'est-ce que tu racontes? On joue pas contre la montre. Sunshine dans la cour, où traînent les beaux jours. Ça là. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je ris parce que, en fait, notre conseiller financier est aussi très bon cuisinier. Il me disait tantôt que le vin de glace dont on a parlé avec Gabriel, on pourrait l'utiliser pour une vinaigrette, c'est bien ça? C'est ça. Moi, des fois, pour donner un petit peu de pétillant à la salade, tu peux, des fois, tu as des vinaigres un peu balsamiques ou des choses comme ça, mais tu peux rajouter ça en substitut de ton vinaigre, et puis ça donne tout de suite un petit peu... T'as vu comment t'as goûté ça? On devrait faire une chronique cuisine avec toi. Ouais, allez. Et puis Gabriel fait les finances. Exactement. Alors aujourd'hui, tu nous parles du fonds enregistré revenu de retraite, plus communément connu sous le nom de FAIRE. C'est ça. Le FAIRE. Est-ce que tu sais un petit peu c'est quoi cette bébête-là? Tu m'avais dit une fois dans une chronique, que ça a rapport avec le REER. Comme c'est ça. Continuité. Exactement. Mais tu m'as pas donné plus d'informations. C'est continuité, en gros, le REER, quoi qu'il arrive, doit s'arrêter
au 31 décembre de ta 71e année. Okay, Lorsque tu as 71 ans, tu es obligé de fermer ton REER. Tu n'as pas le choix. OK. Ou bien ça se ferme, quelqu'un va le fermer pour toi, c'est-à-dire le gouvernement peut-être, je sais pas. C'est ça, mais si tu le fermes, ça veut dire que tu récupères tout comme un salaire, en gros, comme un revenu. Ça veut dire tout. Et ça veut dire que tu perds plus de la moitié en taxes, 54% au maximum. D'accord. Donc tu as un 300 000, tu récupères 140. Ouais. C'est un peu dommage. Ouais. Donc à 71 ans, tu n'as pas le choix, tu le passes sur un fer. D'accord. Tu peux avoir le même type d'investissement qu'un REER, un REER, il n'y a pas de problème, donc tu peux choisir agressif ou pas agressif. En général, à cet âge-là, on essaye plutôt de faire attention à son capital, donc de ne pas prendre trop de risques. Par contre, il y a des règles différentes. Le REER, on est en phase d'accumulation, donc pendant des années, tu mets de l'argent pour que ça grossisse. Oui. En général, à l'époque du fer, maintenant, c'est pas en général, c'est que c'est comme ça, maintenant tu es en mode où tu récupères l'argent. La seule différence, c'est que tu n'as pas le choix, le gouvernement donne un minimum que tu dois prendre par an, que tu le veuilles ou non. D'accord. OK. Donc, au moment où tu as le choix de passer en fer, tu pourrais aussi ne pas prendre un fer et tu pourrais prendre aussi des rentes. Les rentes, en gros, c'est « voilà mon paquet d'argent, j'en ai marre d'avoir des chutes et des hausses de marché pendant les 20 prochaines années, parce que 71 ans, c'est relativement jeune encore dans ta retraite. Donc, je veux mettre à un endroit où je vais avoir une garantie de revenus jusqu'à la fin de mes jours. » Ça, c'est les rentes. C'est les rentes. Okay. Il existe différents types de rentes. D'accord. Mais souvent, les gens, comme tu n'as pas le choix au 31 décembre, il y a des gens qui sont, par exemple, leur anniversaire, imaginons, c'est le 15 décembre. Okay. Ça veut dire qu'ils ont 15 jours pour trouver une solution. Donc, on en parle à l'avance et on trouve des solutions avant. Je pense que tu m'as même dit que c'est possible même de le faire un peu plus tôt, comme tu dis à l'avance, 65 Oui, 65 ans. Tu as la possibilité de le transférer à 65 ans. Il y a des crédits d'impôt là-dessus dont on peut utiliser. Mais dans le pire des cas, 71 ans, tu n'as pas le choix. D'accord, il faut forcément que tu le fasses. Oui. D'accord. Donc, le minimum, à 71 ans, tu n'as pas le choix de retirer 5,28% sur ta première année. Tu dois le faire. Tu dois le faire. C'est un faire. Non, c'est une blague. Donc, tu n'as pas le choix. Donc, ça peut apporter souvent... le but, en fin de compte, c'est que l'agence du revenu, à chaque fois que tu as mis de l'argent sur tes REER, à donner des crédits d'impôt, des retours d'impôt. Maintenant, ils veulent récupérer cet argent-là. Parce que c'est un impôt que tu auras dû payer. Donc, ils te forcent à prendre un minimum. D'accord. OK. Faut pas oublier que... Tu le prends à chaque mois, ce minimum, ou bien... Ou tu peux le prendre à l'année, ça dépend. Ça dépend de toi, OK. Par contre, ça monte quand même jusqu'à 20% maximum à 95 ans. Donc oui, 95 ans, c'est loin, mais maintenant, si tu as 95 ans, tu n'as pas le choix de prendre 20%. 20%, c'est beaucoup d'argent. Si tu as des gros, il te reste encore un paquet d'argent. Donc souvent, les gens... faut pas oublier aussi que lorsque tu prends l'argent, c'est une taxe. Tu as une taxe à payer. Donc c'est bien de voir un petit peu à l'avance. Est-ce que le fer est la bonne solution ? Est-ce que la rente serait la meilleure, etc. Donc ça dépend du cas de figure dans lequel tu te trouves, soit rente, soit fer. Oui. Alors le fer, tu me dis quand tu commences à le retirer, on va dire à 71 ans, tu commences à prendre le 5,28%. Oui. Est-ce que tu peux en prendre plus? Tu peux en prendre plus. Il n'y a pas de problème. Le gouvernement va être content parce que tu vas payer plus de taxes que le minimum. Mais si tu en as besoin, tu peux... Mais si imaginons que tu n'as pas du tout de pension, pour différentes raisons, tu n'es pas resté longtemps assez au Canada, ce qui fait que tu ne touches pas le CPP et Old Age Security. Donc là, tu n'as pas de revenus du tout. Imaginons que tu n'as pas de revenus du tout. Tu as besoin peut-être de retirer plus. Là, moi, j'ai calculé, si tu avais un REER à 300 000 $, ça te fait sortir à peu près 16 000 $ par an. Enfin, sur ta première année. 16 000, ça c'est du brut, donc après il faut payer les impôts là-dessus. Donc 16 000, c'est pas beaucoup d'argent pour survivre tout au long de l'année, si tu n'as que ça comme revenu. Si tu as un loyer encore à payer pour différentes raisons, si tu veux voyager un petit peu, tu vas probablement sortir plus que ça. Tu me parles de rente, tu me parles aussi de fer, c'est intéressant, mais avantage, inconvénient, tu nous mets où là, avec ces deux? Bonne question. L'avantage de la rente, c'est quel que soit l'état des marchés, vous allez avoir de l'argent, ça va être l'inconvénient. C'est que des fois, ça ne sera pas le minimum n'est pas suffisant pour survivre. Donc imaginons, parce qu'on ne peut pas prendre de risques, mais on se restreint à rester limite. Ok. C'est ça. Donc en général, on essaie de faire un mix des deux. Ah ouais? Parce que comme ça, il y a certaines années, parce que le minimum, de la rente. Les institutions financières sont pas folles. Elles vont pas vous dire « Oh, on va vous assurer un 10% de retour et puis on va avoir plein d'argent. »
On ne sait pas comment les marchés vont. On peut avoir une crise financière dans 10 ans, dans 3 ans, dans 6 mois. D'ailleurs, aujourd'hui, même maintenant. Ouais, c'est ça. Donc, les institutions te garantissent un minimum, parce que c'est garanti. Un minimum de combien, si on peut le dire? Ça dépend. Ça dépend de l'âge. Okay. Ça dépend si tu es un homme ou une femme, parce que les femmes vivent plus longtemps. Ça veut dire que l'institution devra payer plus longtemps, en moyenne, que si tu es un homme. Ça dépend à quel âge que tu commences. Si tu commences à 71, à 65 ou à 82. Tout ça dépend de plein de choses. Okay. Mais eux, ils vont te donner de l'argent, hein, mais c'est pas un maximum. Mais l'avantage, c'est que c'est garanti. Ouais. Donc si tu fais une partie où tu vas avoir ta garantie avec un petit coussin, tout le reste de ta vie. Tout le reste de ta vie. Et puis un autre qu'on va continuer à investir pour qu'il y ait des petites hausses plus importantes que ta garantie. Okay. Là, tu travailles les deux. Il y a des années où ça va être ton fer qui va faire de l'argent. Il y a des années où ça va être ta rente qui va avoir plus d'avantages. D'accord. Je veux tu veux, là, on va prendre une pause. Oui. Comme ça, juste après, j'ai une question qui me trotte l'esprit. Reste avec moi. Et vous aussi, ouais. Je vous garde avec moi. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On a bloqué la sortie. La fumée tombe sur nous, des bouffées d'ondes avant-goût. Et si je tremble, qu'est-ce que j'ai peur? Dans mon ventre, y a un feu. Je vois flou, mais tout est là. Rouge, rouge éclair. From le tas jusqu'au cas, fumée sous le doigt. Fumée sous le doigt, yeah. Ring pas les pompiers, que le fling puisse durer, yeah. Dans une vapeur à l'abri, steam bat à peine de minuit. Si tu tousses, on va pomper à terre, mettre du lousse. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours avec notre conseiller financier Cédric Larigaldi. Puis là, on parlait de rente et de fer. À la base, on devait parler du fer, mais tu as introduit la rente dedans qui est super intéressante. Oui. On a parlé des avantages, des inconvénients avant la pause et maintenant, avantages et inconvénients du fer. Parce que forcément, tout n'est pas rose. L'avantage, il n'y en a pas vraiment. Okay. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu le touches et puis il faut que tu prennes à chaque année. Oui. Bon, donc là, c'est un investissement standard. Okay. Je dirais s'il y a un inconvénient, et c'est pour ça que c'est bien de calculer à l'avance, imaginons que la personne n'a pas besoin de cet argent-là. Imaginons qu'elle touche la pension du gouvernement parce qu'elle a travaillé longtemps et puis que ça suffit, elle a son CPP Security, puis qu'il y a un 80 000 dans ses REER, qu'elle n'a jamais eu besoin et puis qui est là. À 71 ans, elle n'a plus le choix de le prendre. La seule chose, c'est que d'année en année, le 5,28, c'est à 71. À 72, le taux va augmenter. Donc d'année en année, le taux... Il faut que tu en prennes le taux de plus. C'est ça. Ça pourrait vous faire passer sur une taxe bracket supplémentaire au-dessus. Parce qu'imaginons que vous soyez à la limite avec déjà tout ce que vous touchez. Maintenant que vous n'avez plus le choix, je dirais que ça serait ce risque-là. Donc c'est toujours bien en général, à 71 ans, on a déjà vu son agent financier, on sait dans quelle direction on va, parce que c'est pas le moment de se dire... Qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai peut-être pas assez d'argent jusqu'à la fin de mes jours, là. Peut-être que mon panier d'investissement, dans 10 ans, il n'y en a plus. 80 ans, c'est encore très jeune. Donc, le mieux, c'est de parler en avance, de voir s'il y a assez. En général, les gens ont discuté avant, mais ça arrive que l'institution financière n'a jamais contacté le client, et puis là, elle se réveille, elle fait « Oh là là, il faut que je prenne une décision, je fais quoi ?» Si vous ne savez pas quoi faire, faites un fer. Tout simplement. Après, tout type.
Après, on peut transférer le fer en rente sur une partie du fer. Mais tu as dit qu'on préfère aussi comme le mix des deux. Un mix des deux, c'est ça. OK. Ça. Mais on pourrait toujours commencer par un fer. Un fer. Au moins, il est là. Dans le pire des cas, vous allez devoir prendre 5,28%, ce qui est un faible revenu normalement. Pour le début, mais ça dépend. Il y a des gens qui peuvent avoir plus d'1 million dans leur REER. Donc si quelqu'un qui met 500 000, ça arrive très vite. Quelqu'un qui ferait un REER depuis l'âge de 18 ans, qui réinvestit tous les retours d'impôts qu'il a eu depuis, qu'il n'en a jamais eu besoin, qui a eu des investissements qui se sont bien passés, ça grossit très vite. D'accord. Donc là, on a parlé pour les 71 ans. Il faut qu'on rappelle encore que c'est vraiment le 31 décembre de ton année de tes 71 ans, comme tu as dit. C'est ça. À partir de ce moment-là, on doit avoir tout mis en place pour le faire. Ou la rente. C'est ça. C'est ça. D'accord. Donc, ce que je retiens de ce que tu as dit aujourd'hui, 65 ans serait l'âge idéal, 65, 66, avant le 70 ans, de pouvoir planifier qu'est-ce qu'on veut faire. Oui. On voit son conseiller financier ou son institution bancaire. Ou institution bancaire, oui. OK. Rente ou fer, ou on peut faire en général, le mix des deux est bien facile. Okay. Sinon, après, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent du fer? Si on n'a pas besoin de cet argent-là, on le réinvestit dans le CELI. Ça fait une autre porte encore. Ça permet de faire fructifier. Si on n'a pas besoin de cet argent-là, parce qu'on l'a sorti, l'autre stratégie qui marche très bien, c'est les REE. Donc, les plans d'éducation pour les enfants. Donc, si vous avez de l'argent et puis vous dites, j'ai envie de donner un $100 à mes petits-enfants. Ou bien même, tu m'as expliqué une fois que ça peut être à n'importe qui, que c'est juste ouvrir un compte pour que l'enfant y étudie. C'est ça. Là, si vous donnez un $100 en cash, vous allez donner un $100, point barre. Mais si vous mettez un $100 dans un REE, normalement, vous avez les 20% du gouvernement avec le grant qui arrive. Donc, votre $100, il se transforme en 120 de suite. Donc, de suite, ça peut aider. Puis, vous pouvez faire pour un neveu, une nièce, quelqu'un que vous voulez aider pour ses études. Ça permet plutôt de le laisser là, si vous n'en avez pas besoin, d'aider quelqu'un d'autre. C'est bon, ça c'est une bonne idée. On a parlé ce matin avec les gens de projet des femmes. Là. C'est une bonne cause pour aider. Alors là, il y a toujours des internautes qui t'envoient des questions. C'est ça. Puis là, on va parler des marchés. Tu en as parlé tantôt. Qu'est-ce qui se passe la question en ce moment... le monde bouge beaucoup. C'est ça. Ça fait, on va dire, 2 ans dont on parle de possible récession sur les marchés et qu'on attend un petit peu le caillou dans la chaussure qui arrive. Donc, on en a eu une petite en fin 2018 où là, tout est revenu. 2019, c'était une belle année, mais avec le coronavirus, plus ce qui est arrivé en Italie, maintenant on a des cas en Europe, c'est la chute des marchés. C'est clair. Bonne nouvelle. C'est clair. C'est une très bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que c'est le moment d'acheter. C'est le moment d'acheter, J'avais pas vu ce côté-là. Et non, mais imaginons que tu veux acheter une maison et que demain, à Ottawa, toutes les maisons sont à 30% de remise. Là, tu te dis, oh là là, il faut que j'aille voir ma banque, c'est le moment là. Là, c'est ce qui se passe. Donc là, tous les marchés sont en chute. Ça veut dire que tout ce que vous allez acheter, c'est en solde. Ça veut dire que si dans 3 mois, tout revient à la normale, vous allez faire un gain direct. Donc, c'est pour ça que normalement, on ne devrait pas s'inquiéter. Surtout que sur les 15 dernières années, on a eu autre chose que le coronavirus. On a eu l'Ebola qui est arrivé. On a eu les marchés ont chuté. Mais est-ce qu'on se rappelle de combien a chuté? Non, parce que c'est passé. C'est comme une bonne grippe. C'est jamais agréable lorsqu'on est dedans. Mais après, c'était quand la dernière fois que j'étais malade? On s'en souvient plus. Donc, alors, c'est bon pour les actions aussi, surtout pour ceux qui veulent en acheter maintenant ou qui ont déjà acheté et que... là, si vous avez du cash dans votre compte en banque, mais que vous voulez absolument le garder, investissez dans un CELI. Vous allez faire des gains dans 3 à 6 mois, probablement, on espère. Et là, vos gains, vous pouvez le remettre sur votre compte. Puisque vous ne payerez pas de taxes avec votre CELI. S'il reste de la place, c'est le bon moment de faire un va-et-vient. Parce que là, les marchés, vous allez gagner. Tu as réfléchi vite à ça. Parce qu'il faut profiter en même temps de qu'est-ce qui se présente. Si demain, c'est ça, les marchés de l'immobilier chutent, même moi, si je n'avais pas prévu d'acheter un appartement, je peux me dire, OK, mais si je l'achète et que dans 2-3 ans, je le revende, je vais faire une plus-value tout de suite. J'avais pas pour prévu. le moment, et puis après, tu as un gain plus tard. Là. C'est ça. Le coronavirus, c'est pas passé. C'est juste que là, encore aujourd'hui, ça chamboule un peu les finances et tout ça. On est à peu près aux États-Unis, on doit être aux alentours de 10-12% de chute, et au Canada, on est à 4-5%. Ça va continuer à chuter, mais ça fait partie. Sachez que chaque année, il y a une correction de 3 à 5%, 2 à 3 fois par an. Donc là, on est dans... C'est juste que tout arrive en même temps, et puis comme on parle du coronavirus, c'est pas juste une correction de marché, tout le monde se dit OK, est-ce que je peux partir en voyage, est-ce que c'est le bon moment de le faire? Donc tout est en chute là, tout est en chute, mais c'est un bon moment pour investir. D'accord, là tu as parlé aussi du REE pour les enfants
Il y a une belle question qui s'est ouverte avec un de tes internautes qui l'a posée là. Alors, est-ce qu'on peut nommer les enfants bénéficiaires d'un REER? OK. Moi, imaginons que tu n'as pas d'époux. OK, ton mari est décédé. Bon, OK, tu as 55 ans. Tu as 2 enfants. Est-ce que tu les nommes bénéficiaires? Tu peux les nommer bénéficiaires. OK. La seule chose, c'est que ça va être taxé dans leurs mains lorsque toi, tu décèdes. Tu peux le transférer à un époux et ça ne sera pas taxé. D'accord. C'est seulement entre époux qu'il n'y a pas de taxe, mais avec les enfants, il y aura des taxes. Exactement. Mais sinon, on peut le faire. La question, c'est bien oui sûr. dans le fond. Sinon, tu peux le faire à tout moment. C'est ce que beaucoup de gens font. Si vous n'avez plus d'époux à vos côtés, mais que vous les transférez à la famille, vous pouvez le faire. La seule chose, l'inconvénient, c'est que ça va être comme un revenu dans leurs mains, donc ça va être taxé. Tout de suite, ou bien à chaque fois qu'ils vont comme... Non, là, vous n'avez plus le choix. Le jour où vous décédez, vous vendez tout ce que vous avez. Au nom du gouvernement, même si votre maison n'est pas vendue, en gros, tout est vendu. Toutes vos actions. Donc, à partir du moment où vous décédez. D'accord. Alors, pour d'autres questions, là, je pense que les gens peuvent aller sur ton courriel. Mon courriel. Ton courriel qui s'affiche à l'écran et on peut t'envoyer des questions. J'ai ma page Facebook s'il y a besoin. Ils peuvent dire j'ai une petite question. Tu es aussi sur Instagram aussi. Instagram, on peut me joindre. Là, moi, j'ai envoyé une photo hier sur Instagram, justement, sur les impacts. J'ai répondu dans la journée. Donc. Je te garde avec moi. On va faire une petite pause. On se voit Super. après. OK. On se voit juste après la pause. Regardez entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. À la prochaine émission, on rencontre le futur de la chanson franco-ontarienne, Marie-Claude. Elle nous parle de ses voyages, de son album, ainsi que bien d'autres choses. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Mon mari est un homme et un père formidable lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Exposés, discours, conférences, c'est à Podium que vous les retrouverez. Il y a eu différents événements déclencheurs. On se comprend qu'être artiste, c'est pas une job normale. Podium, mardi 21h sur TV Rogers. Sur les ondes de TV Rogers, une dernière question pour Cédric avant qu'il s'en aille aujourd'hui. Pour le CELI, successeur ou bénéficiaire, qu'est-ce qui fonctionnerait le plus? Alors, on peut nommer n'importe qui bénéficiaire. OK. Jusque-là, il n'y a pas de problème. OK. On ne peut nommer que l'époux en successeur. D'accord. L'impact, c'est quoi? C'est un peu comme le REER, tu expliquais tantôt comme... L'époux, c'est correct là pour les... Ouais, la différence, c'est que si tu maximises ton TFSR, toi et ton époux, et que ton époux décède, si tu es bénéficiaire, tu vas prendre l'argent du CELI, mais tu ne pourras pas le mettre dans ton CELI parce que tu n'as plus de place. Il n'y a plus de place. Mais si tu es successeur, tu vas récupérer le CELI de ton époux. Tu ne pourras plus mettre d'argent dedans, mais tu vas en avoir 2. Tu vas avoir celui de ton époux et le tien. Et au moins, l'argent reste à l'abri de la taxe tant que tu ne l'utilises pas. Donc, c'est bon pour le... Époux, successeur à tout le temps. Si vous faites confiance un peu à votre époux, là, ce qui normalement devrait... Cédric, je pense que oui, là, on se fait confiance. Alors, merci d'avoir passé ce moment avec nous. Tu as des plans pour le week-end? Vinaigrette avec du vin de glace. Avec du vin de glace. Ben, en tout cas, un bon week-end qui s'annonce pour toi. Merci encore. Merci à toi. Bon week-end. Je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. C'est clair que je vous souhaite un excellent week-end. On va se voir lundi. On va parler avec Sabine Daniel du regroupement Affaires Femmes. Elle va vous inviter au prochain gala du RAF. On se voit lundi. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Bonjour, je m'appelle Marie Saint-Paul, je suis bénévole à TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers, c'était un test pour moi parce que je voulais voir si j'étais vraiment à l'aise sur ce milieu de médias. Je trouve que le programme est très bien organisé et c'est bien pour des élèves qui veulent déjà se mettre en avant dans le métier qu'ils veulent faire plus tard. Que tu aimes le milieu de la télévision, tout ce qui est reportage, je pense que c'est le bon endroit pour toi. Du sang dans l'urine est le symptôme le plus commun du cancer de la vessie. N'ignorez pas ce signe, pas même une seule fois. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.